Imaginez une salle éclairée par des bougies, 300 invités et un gâteau de mariage qui atteignait presque les lustres. Daniel Whitfield tenait la main de Victoria Lane devant les caméras lorsqu'Amara surgit entre les serveurs et leva un petit flacon transparent. Personne ne comprit pourquoi l'employée de maison, toujours discrète, interrompait la célébration la plus commentée de Boston. Victoria tenta de lui arracher le flacon des mains, perdit l'équilibre et tomba sur le gâteau. Tandis que Daniel restait immobile, Amara déclara que cette fête cachait une vérité capable de tout détruire. Pendant 1 an, Amara avait travaillé dans la demeure des Whitfield sans attirer l'attention. À 28 ans, elle envoyait une partie de son salaire à son jeune frère qui étudiait dans l'Ohio et aidait sa grand-mère à payer ses frais médicaux. Son travail exigeait du silence et de la prudence. Elle rangeait les chambres, servait les repas et connaissait les horaires de la maison. Daniel, héritier d'une entreprise internationale de transport, appelait chaque employé par son prénom, saluait toute l'équipe et aidait les familles des travailleurs lorsqu'elles traversaient des difficultés. Lorsque Victoria entra dans sa vie, tout le monde pensa que Daniel avait enfin trouvé quelqu'un de spécial. Victoria était sophistiquée, polie devant les invités et semblait amoureuse. Cependant, Amara remarqua de petits changements. La fiancée critiquait les employés lorsque Daniel n'était pas présent, fouillait dans les documents de son bureau et passait des appels secrets au milieu de la nuit. Dès qu'elle entendait les pas de son fiancé, elle changeait de ton et recommençait à sourire. Amara tenta d'ignorer ses comportements. Pourtant, 4 mois avant le mariage, alors qu'elle rangeait de la vaisselle dans un garde-manger proche de la cuisine, elle entendit Victoria parler au téléphone. La porte était entr'ouverte et la voix de la fiancée était glaciale. Victoria disait que le contrat prénuptial ne poserait plus de problème une fois l'assurance entrée en vigueur. Elle parlait d'attendre quelques mois, de provoquer une maladie paraissant naturelle et de se présenter ensuite devant tout le monde comme une veuve inconsolable. Amara resta paralysée. Elle n'entendit pas le nom de la personne à l'autre bout du fil, mais elle comprit que Daniel était en danger. Cette nuit-là, elle retourna dans le petit appartement où elle vivait et resta éveillée. Elle pensa à aller immédiatement trouver Daniel, mais elle savait à quel point son histoire semblerait invraisemblable. Victoria était admirée par la haute société, appartenait à une famille influente et disposait d'excellents avocats. Amara ne possédait qu'une conversation entendue par hasard. Si elle lançait une accusation sans preuve, elle risquait d'être renvoyée avant même d'avoir terminé son explication. Malgré tout, garder le silence lui semblait impossible. Daniel avait toujours été gentil avec elle et avec toutes les personnes qui l'entouraient. Amara décida d'observer, de consigner les faits et de chercher des preuves que personne ne pourrait nier. Elle acheta un simple carnet et commença à noter les dates, les horaires et les comportements suspects. Elle gardait tout dans un compartiment caché de son sac. 3 semaines plus tard, alors qu'elle nettoyait la salle de bain des invités, elle trouva le sac de Victoria posé sur le comptoir. La fiancée était sortie pour répondre à un appel, laissant le sac ouvert. Amara hésita mais aperçut un reçu plié entre du maquillage et un mouchoir. Le document provenait d'une pharmacie éloignée et comportait un code inconnu. À côté se trouvait la carte du docteur Marcus Reyes, responsable d'une clinique privée connue pour sa discrétion. Amara photographia les 2 objets et remit tout exactement à sa place. Chez elle, elle fit des recherches sur le médecin et découvrit que Marcus avait déjà fait l'objet d'enquêtes professionnelles à cause de traitements suspects. Aucun article ne prouvait qu'il avait commis un crime, mais ses antécédents renforcèrent son inquiétude. Malgré cela, une carte et un reçu pouvaient encore être présentés comme les traces d'une consultation ordinaire. Au cours des mois suivants, Amara continua sa routine tout en rassemblant de nouveaux indices. Elle trouva un autre reçu, nota les horaires des appels et récupéra dans une poubelle un mot écrit par Victoria. Confirmer le moment après le toast. Le papier ne mentionnait pas Daniel et n'expliquait pas le plan, mais il correspondait à ce qu'elle avait entendu. La découverte la plus inquiétante eut lieu dans la chambre de Victoria. À l'intérieur d'une boîte de produits cosmétiques se trouvait un flacon sans étiquette, enveloppé dans un morceau de tissu. Amara ne le retira pas. Elle se contenta de photographier sa position et décida d'attendre une occasion plus sûre. Elle savait qu'en touchant quoi que ce soit, elle risquait d'alerter Victoria et de faire disparaître les preuves.
4 jours avant le mariage, Victoria partit pour une séance de beauté. La maison était très animée à cause des préparatifs, et Amara parvint à prélever une quantité minime du liquide sans emporter le flacon. Elle plaça l'échantillon dans un récipient propre et se rendit dans un laboratoire privé situé dans une autre ville. Elle utilisa ses économies pour demander une analyse urgente, expliquant qu'elle craignait pour la sécurité de quelqu'un. 2 jours plus tard, elle reçut les résultats. Le liquide contenait une substance dangereuse qui, administrée progressivement, pouvait provoquer des symptômes susceptibles d'être confondus avec un problème cardiaque. Le rapport n'indiquait pas à qui la substance était destinée, mais confirmait que le flacon ne contenait ni parfum ni médicament ordinaire. Amara pleura dans sa voiture lorsqu'elle comprit que ses soupçons étaient fondés. Elle pensa à se rendre à la police, mais craignait que Victoria nie tout et prétende que l'échantillon avait été placé là par l'employé. Le laboratoire possédait une trace de l'analyse. Les photographies montraient la cachette et le carnet rassemblait des mois d'observation, mais Amara devait s'assurer que Daniel découvre la vérité avant que la famille de Victoria ne prenne le contrôle de la situation. Le matin du mariage, la demeure ressemblait à un palais. Des roses blanches et lilas remplissaient les couloirs, les musiciens répétaient dans le jardin et les photographes cherchaient les meilleurs angles. Amara gardait le rapport plié dans la poche intérieure de son uniforme. Son plan était de parler à Daniel avant la cérémonie. Elle le trouva seul près du bureau, ajustant ses boutons de manchette et répétant ses vœux. Daniel sourit en la voyant. « Merci pour tout, Amara. Je sais que cette semaine a été difficile pour vous tous. » Elle ouvrit la bouche, mais l'espoir qu'elle vit sur son visage la fit hésiter. Si elle parlait dans ce couloir, Victoria pouvait intervenir et transformer l'accusation en une simple dispute privée. Les avocats pouvaient étouffer l'affaire, permettant à la fiancée de réorganiser son plan. Amara se contenta de lui souhaiter beaucoup de bonheur et s'éloigna, le cœur serré. La cérémonie eut lieu dans le jardin à la fin de l'après-midi. Victoria avança au milieu des fleurs avec un sourire parfait, tandis que Daniel la regardait avec émotion. Ensuite, les invités se dirigèrent vers la salle de réception. Amara servait les boissons tout en surveillant la mariée. À un moment précis, le téléphone de Victoria vibra. Elle lut un message et sourit avant de ranger l'appareil. À 19h30, le gâteau fut placé au centre de la salle. Daniel et Victoria saisirent ensemble le couteau de cérémonie. Des centaines de téléphones se levèrent. Amara comprit que ce serait sa dernière occasion d'empêcher tout le monde de repartir en croyant à une histoire mensongère. Elle traversa la salle avec le rapport dans une main et le flacon dans l'autre. « Avant que vous ne coupiez le gâteau, Daniel doit savoir ce que j'ai découvert. » Les conversations diminuèrent. Victoria perdit son sourire. Amara expliqua qu'elle avait entendu la conversation téléphonique, photographié les reçus, enquêté sur Marcus Reyes et envoyé un échantillon au laboratoire. Elle affirma qu'elle possédait des photographies, des notes et un rapport confirmant la présence d'une substance dangereuse. Daniel lâcha le couteau et regarda Victoria. « Est-ce vrai ?» Victoria rit, mais sa voix trembla. Elle traita Amara de menteuse et affirma que tout cela n'était qu'une vengeance. Puis elle s'avança pour lui arracher le rapport. Amara recula et Victoria trébucha sur le bas de sa robe, heurtant la table. Le gâteau s'effondra sur elle devant les caméras. Tandis que les agents de sécurité s'approchaient, Amara leva le flacon et déclara « Je ne veux humilier personne. Je veux empêcher Daniel d'être trompé. » Daniel resta silencieux, fixant la femme qui venait de devenir son épouse. La salle entière demeura immobile. Le quatuor cessa de jouer, les serveurs abaissèrent leur plateau et les invités tentèrent de comprendre si tout cela faisait partie d'une mise en scène. Daniel regarda Amara, puis Victoria, couverte de glaçage et de fleurs en sucre. La femme qu'il croyait connaître évitait son regard. « Réponds-moi, demanda Daniel. Ce qu'Amara vient de dire est-il vrai ?» « Bien sûr que non. Elle est entrée dans ma chambre, a fouillé dans mes affaires et a inventé cette histoire absurde. Tu vas faire confiance à une employée plutôt qu'à ta propre femme ?» Cette question poussa les invités à échanger des regards. Amara sentit ses mains trembler, mais elle ne baissa pas le rapport. Daniel demanda aux agents de sécurité de fermer les portes et appela le chef de l'équipe, M. Collins. Ensuite,
il ordonna que personne ne touche aux flacons, aux documents ou au téléphone de Victoria. « Nous allons tout éclaircir dans le calme », déclara-t-il. « Personne ne partira d'ici en emportant des preuves. » Victoria protesta, en affirmant qu'on était en train de l'humilier, mais Daniel resta ferme. Amara remit le rapport à Collins et lui expliqua où elle avait trouvé le récipient original. Elle lui montra également les photographies enregistrées dans son téléphone, chacune accompagnée de sa date. Collins examina les images et remarqua que le flacon apparaissait caché dans la même boîte durant plusieurs semaines différentes. Il devenait donc difficile d'affirmer qu'Amara avait placé l'objet à cet endroit cet après-midi-là. Daniel appela les autorités et demanda qu'une équipe soit envoyée à la demeure. « Daniel, regarde-moi. Nous venons de nous marier. Tu sais qui je suis. » « En ce moment, je ne le sais plus, » répondit-il. Ces paroles frappèrent Victoria plus durement que sa chute sur le gâteau. Elle regarda les invités, cherchant du soutien, mais même les membres de sa famille semblaient déconcertés. Sa mère suggéra que tout soit réglé en privé. Daniel refusa. Après ce qu'Amara avait présenté devant 300 témoins, dissimuler l'affaire aurait été irresponsable. Amara raconta tout depuis la conversation téléphonique entendue dans le garde-manger. Elle montra le carnet contenant les horaires, les reçus photographiés, les rendez-vous suspects et les notes concernant Marcus Reyes. Elle remit également le justificatif du laboratoire, prouvant à quel moment elle avait déposé l'échantillon et payé l'analyse. Victoria insista en affirmant que l'employé était obsédé par Daniel et voulait détruire leur mariage. Cependant, elle n'expliqua pas pourquoi elle communiquait fréquemment avec Marcus, ni pourquoi elle s'était rendue dans une pharmacie aussi éloignée. Lorsqu'un agent demanda son téléphone, elle prétendit que l'appareil n'avait plus de batterie. Collins précisa qu'il l'avait vu l'utiliser quelques minutes auparavant. Victoria courut en direction de la sortie latérale. 2 agents de sécurité l'arrêtèrent avant qu'elle n'atteigne le parking. Dans son sac se trouvaient les clés de sa voiture, de l'argent, son passeport et un autre téléphone. Cette tentative de fuite renforça les soupçons. En suivant les procédures nécessaires, les enquêteurs examinèrent le véhicule. Dans le coffre, ils trouvèrent une valise prête, des vêtements, des documents et un billet réservé pour le lendemain matin. Le second téléphone contenait des conversations avec Marcus Reyes, enregistrées sur plusieurs mois. Les messages parlèrent de l'assurance de Daniel, d'une substance qui devait être utilisée après la cérémonie et de paiements transférés sur des comptes discrets. Victoria ne pouvait plus prétendre que tout avait été inventé. En apprenant la nouvelle, Daniel ferma les yeux. La déception remplaça le choc. Il n'éleva pas la voix et ne demanda aucune explication. Il retira simplement son alliance et la posa sur la table du gâteau détruit. Les agents emmenèrent Victoria pour l'interroger. Avant de partir, elle regarda Amara avec colère. « Tu as détruit ma vie. J'ai empêché que tu détruises celle de Daniel. » Cette nuit-là, la demeure se vida. Les fleurs furent retirées. Les verres restèrent sur les tables et le gâteau écrasé rappelait le moment où la vérité avait éclaté. Daniel resta seul dans son bureau, toujours vêtu de son costume de cérémonie. Amara s'apprêtait à partir lorsque Collins lui demanda d'attendre. Elle entra dans le bureau en craignant d'être tenue pour responsable. Daniel était assis devant la fenêtre, tenant les photographies et le rapport. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» demanda-t-il. Amara expliqua que, sans preuve, cela aurait simplement été sa parole contre celle de Victoria. Elle dit qu'elle craignait de perdre son emploi et de permettre que le plan soit dissimulé. Pendant 6 mois, elle avait cherché un moyen de tout révéler devant suffisamment de personnes pour que personne ne puisse la réduire au silence. « Tu as porté ce poids toute seule pendant que j'organisais cette fête. » Amara savait qu'elle avait pris des risques. Elle aurait pu être renvoyée, accusée injustement ou empêchée d'entrer dans la demeure. Malgré tout, garder le silence aurait été pire. Daniel la remercia, mais elle répondit qu'elle ne cherchait aucune récompense. Dans les jours suivants, les preuves furent confirmées. Le laboratoire répéta l'analyse et les enquêteurs trouvèrent d'autres récipients dans la chambre de Victoria. Ils découvrirent également des transferts d'argent destinés à Marcus Reyes. Le médecin tenta de quitter le pays, mais il fut arrêté avant de monter dans l'avion. La presse encercla la demeure. Les gros titres qualifiaient Tamara d'héroïne, tandis que les émissions rediffusaient les images de la réception. Elle refusa les interviews et continua d'aider sa grand-mère et son frère. Elle ne voulait pas devenir célèbre. Elle souhaitait seulement recommencer à dormir sans avoir peur que Daniel soit en danger. 3 semaines plus tard,
Daniel rendit visite à Amara dans l'appartement réservé aux employés. Il apporta une boîte contenant des documents et lui expliqua qu'elle n'aurait plus besoin de travailler comme employée de maison. Amara pensa qu'il était venu la renvoyer, mais il précisa qu'il souhaitait lui offrir une nouvelle possibilité. « Je veux créer une équipe chargée de protéger les employés de l'entreprise et des résidences familiales. Les personnes qui seront témoins de fraude, de menaces ou d'abus devront disposer d'un endroit où parler sans avoir peur. Je veux que tu m'aides à organiser cela. » Amara fut surprise. « Je n'ai pas la formation nécessaire pour diriger une équipe. »« Tu possèdes quelque chose que de nombreux spécialistes n'ont pas, » répondit Daniel. « Tu sais observer, consigner les faits et agir lorsque tout le monde préfère détourner le regard. » Elle demanda du temps pour réfléchir. Daniel accepta et laissa la boîte sur la table. À l'intérieur se trouvait une proposition de travail, une aide pour financer sa formation professionnelle et un document confirmant que les frais médicaux de sa grand-mère seraient pris en charge par un fonds familial. Amara fut émue, mais elle téléphona le lendemain et accepta à une seule condition. Le projet ne devait pas servir à lui rendre personnellement hommage. Il devait réellement protéger les travailleurs. Daniel accepta. C'est ainsi que naquit le programme Voix sûre, créé pour proposer des conseils, une protection et des canaux de signalement indépendants. Amara participa à chaque décision, depuis la prise en charge initiale jusqu'à l'accompagnement juridique. Pour la première fois, sa capacité à remarquer ce que les autres ignoraient cessa d'être traitée comme quelque chose d'invisible et devint sa profession. Pendant que l'affaire progressait, une nouvelle découverte prouva que son courage avait protégé davantage de personnes. Dans les dossiers de Marcus, les enquêteurs trouvèrent les noms d'autres clients ainsi que des situations similaires qui étaient encore en préparation. Le témoignage d'Amara permit d'interrompre ces projets. Daniel suivit toute l'affaire à distance. L'ancienne fête laissa des traces, mais lui apprit également la différence entre l'apparence et le caractère. Quelques mois plus tard, il retourna dans la salle reconstruite, désormais transformée en un espace où le programme Voix sûre accueillerait son premier groupe de travailleurs. Amara entra vêtue d'un costume simple, portant le même carnet dans lequel elle avait commencé à consigner ses soupçons. Daniel sourit en la voyant. « Prête ?» Elle observa les chaises occupées par des personnes qui bénéficieraient enfin d'une protection pour révéler la vérité. Maintenant, oui. Un an plus tard, durant l'ouverture de la première unité régionale, une journaliste demanda à Amara si elle avait eu peur cette nuit-là. Elle serra son ancien carnet entre ses mains et répondit qu'elle avait été terrifiée, mais qu'elle craignait encore davantage de devoir vivre avec le regret de n'avoir rien fait. Daniel, debout à ses côtés, l'écouta en silence. Pour lui, cette femme n'avait jamais été une simple employée de maison. Elle était la personne qui avait vu la vérité, alors que tous les autres admiraient une apparence parfaite. La salle applaudit. Amara sourit, non pas pour la célébrité, mais parce que chaque travailleur présent savait désormais que sa voix aurait de la valeur. Parfois, le courage commence lorsqu'une personne décide de ne plus jamais rester invisible.